Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le débrief de la deuxième journée de l'Eurobasket. Si vous n'avez pas vu le débrief de la première journée, je vous invite à regarder sur la chaîne, je l'ai posté hier, et on est parti pour le débrief du coup de la deuxième journée. Avant toute chose, mets un like, abonne-toi, booste la vidéo, comme ça nous augmente notre visibilité, et on peut parler de basket tous ensemble dans les commentaires comme vous avez fait sur la première vidéo. On commence tout de suite avec le premier match qui opposait la Géorgie à l'Espagne, et comme je l'avais annoncé, même si l'Espagne, on ne sait pas à quoi s'attendre sur les compétitions officielles, c'est une équipe qui est très faible, enfin, comparée à la génération dorée qu'il y a eu en Espagne. Et donc la Géorgie l'a emporté avec son duo de joueurs NBA, Mamoukelashvili et Goga Bitadze, bien épaulé par Tornike Shengelia, qui d'ailleurs, je me demande s'ils sont pas frères, Bitadze et Shengelia. Voilà, comme ça on peut pas dire que je suis raciste. Les blancs aussi se ressemblent, hein, Brad, si tu vois cette vidéo. Voilà, il n'y a pas que les noirs. L'Espagne a cruellement souffert dans la raquette, 46 rebonds à 29 pour la Géorgie, qui a dominé avec un basket physique, mais avec aussi de l'adresse. Justement, on l'a dit, Mamoukelashvili qui a mis plusieurs tirs à 3 points, qui met 2 sur 6 à 3 points. Ils font 8-27, donc c'est pas une grosse adresse, mais voilà, on a vu des bûcherons mettre des tirs à 3 points, c'est vrai que c'est toujours étonnant. En face, côté espagnol, ça manque clairement de talent. Tu as Dario Brizuela que j'aime beaucoup qui a pas tenu son rang. Là, justement, on en parlait avec Brad, avec la saison qu'il a fait au Barça, on disait j'aimerais bien le voir avec plus de responsabilités. Là, c'est là. T'as l'équipe d'Espagne, t'es l'arrière le plus talentueux, le plus référencé, on va dire, qu'il y a dans l'équipe. Après, il y a des joueurs NBA, enfin il y a un joueur NBA ou ex-joueur NBA sur les postes intérieurs, mais au niveau des arrières, c'est toi qui es à la création. Dario Brizuela, il fait 11 points, alors il fait pas un mauvais match, hein, il fait 5 sur 10 au tir. Mais 3 dévals, 6 dévals, 3 de plus-minus, c'est pas suffisant pour ce que j'en attends de lui. Alors le joueur NBA, on peut en parler, hein, Santi Aldama, il fait 5 sur 15 au tir, moins 24 de plus-minus. Voilà, quand ton leader il fait ça, je doute pas qu'il va pouvoir rebondir sur les matchs qui suivent, mais voilà, déjà tu perds face à la Géorgie, tu handicapes un peu tes chances d'accéder au huitième de finale. Il y a Mario Sansuperi, alors c'est un très jeune joueur donc je vais pas les tirer dessus, mais clairement tu vois que pour l'instant il est pas prêt. Il le laisse tirer, il prend pas les tirs, défensivement c'est compliqué, donc voilà, l'Espagne est vraiment avec, en plus il y a eu des blessés, Eli Ndiaye notamment, mais on sent que voilà, il y a un creux générationnel et que là ça va être un peu compliqué pour les années à venir. Ensuite, on peut parler de Israël face à l'Islande. Voilà, j'avais dit que Israël était favori et ils ont tenu leur rang avec un match, vraiment ça, par contre je l'ai pas vu venir, exceptionnel de Roman Sorkin, qui a sorti clairement le match de sa vie en sélection. Pour vous donner les stats de Roman Sorkin, il fait, en 31 minutes, il fait 31 points à 13 sur 19 au tir, 4 sur 7 à 3 points, 5 rebonds, 31 dévals, voilà, correct. Après, bien épaulé par Deni Avdija qui met aussi 20 points, 23 dévals. Yam Madar qui a fait un gros taf défensif. J'étais un peu surpris, alors j'ai pas suivi non plus la composition de l'équipe d'Israël, mais de pas voir Tamir Blatt dans cette équipe, parce que en fait, il y a Yam Madar et derrière, c'est un peu creux. Il y a des meneurs qui sont là pour défendre, mais c'est vrai que Tamir Blatt, avec la saison qu'il avait fait au Maccabi, je pense qu'il aurait mérité de faire l'Eurobasket. Je sais pas s'il est blessé. Dites-moi en commentaire si vous avez des informations sur Tamir Blatt, mais je trouve qu'il aurait fait du bien à cette équipe, en tout cas, qui n'ont pas eu besoin de forcer leur talent face à cette équipe d'Islande. L'équipe d'Islande, moi alors qu'il y a beaucoup de petits arrières qui sont très mobilettes, etc., dont un que j'aime beaucoup, qui joue à l'Alba Berlin, qui est Martin Hermansson. Et je suis un peu biaisé parce que du coup, quand je regarde le match, je me dis, vraiment, il crée des décalages, etc. Je regarde les stats. Martin Hermansson, 29 minutes, 4 points, 2 sur 14 au tir, 3 passes, 2 interceptions, moins 25 de plus-minus, moins 2 dévals. Donc vraiment, je pense que je suis biaisé quand je regarde le match, mais en tout cas, il y a beaucoup d'arrière, pas mal du côté de l'Islande, mais ça a été un peu compliqué. C'est surtout au niveau physique qu'ils ont souffert. Sorkin a pas mal dominé au rebond. On a justement Deni Avdija qui a provoqué beaucoup de fautes et qui est un beau bébé, franchement. Pour le tenir c'est compliqué, donc en plus il a des bons appuis, il commence très fort le match. J'ai bien aimé l'intérieur de l'Islande qui a des bonnes mains, qui est Ilnason, qui a des bonnes mains, qui a fait des bonnes choses sur le roll. Donc voilà, tu vois, c'est un joueur, par exemple, je sais pas où il joue, mais au Paris Basket, peut-être que ça peut être intéressant. Je dis ça, je dis rien, parce que voilà. On va passer du coup, transition toute trouvée, sur le match qui opposait les deux joueurs du Paris Basket, la France contre la Belgique. Donc Ismaël Bako du côté belge et donc Nadir Hiffi du côté français. Comme je l'avais annoncé encore une fois, tarif de l'équipe de France qui gagne plus 30
sans forcer, franchement, il n'y a aucun joueur, je crois, qui joue plus de 22 minutes. Voilà, le plus gros temps de jeu, c'est Gershon Yabusele qui joue 22 minutes. La marque est très bien répartie, le meilleur scoreur, c'est Elie Okobo à égalité avec Bilal Koulibaly qui met 12 points. J'ai adoré le match de Bilal Koulibaly. Enfin, franchement, bon, il y avait une opposition très faible en face, faut le dire. Mais vraiment, l'équipe de France a fait un match très sérieux. Ils ont respecté leur adversaire, ils leur ont mis le tarif qu'ils auraient dû leur mettre. Et voilà. Donc Bilal Koulibaly commence très très bien le match. Il lance le match avec de l'agressivité au cercle. Il a eu un peu moins d'adresse, mais voilà, il a joué de la transition, il a créé des décalages. Il y a personne qui le tient physiquement. Derrière, t'as Sylvain qui rentre, qui fait beaucoup de bien aussi, qui a du mal à se mettre en rythme sur ses tirs à 3 points, mais intenable en 1 contre 1 et qui cherche la passe. Et justement, il y a ce système Freddy Photos qu'on voit, enfin ce système, cette envie de jouer ensemble. Parfois, on a des tirs, mais on les refuse pour avoir encore le meilleur tir ou pour avoir. Et Sylvain, c'est vraiment la preuve de ça, parce que des fois, il peut finir au lay-up, il peut finir, mais il préfère aller chercher une passe. Et donc voilà, tout le monde a apporté, que ce soit TLC, Nadir Ifi qui met 10 points en 9 minutes. Alors Nadir, quand il rentre, bon, défensivement, il se mange direct un cross 1-1. Après, il a fait quelques close-out un peu douteux. J'ai pas regardé le dernier carton, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé dans le dernier carton. Je sais juste que voilà, il était déjà à 5 points. Il avait fait quand même une bonne entrée sur la première mi-temps. Bon, il y avait déjà 20 points d'écart, hein. Quand il rentre, c'est le dernier à être rentré. Voilà, tout le monde a apporté. Gershon n'a pas forcé non plus. Il n'a pas été exceptionnel, mais voilà, c'était un adversaire un peu plus faible. Là, il y aura la Slovénie sur le prochain match. Bon, on va parler de la Slovénie, mais je pense que c'est pas non plus un adversaire exceptionnel. Juste un petit point sur Elie Okobo, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai trouvé sa première mi-temps, comment dire, pas agressif du tout. Tu vois, j'ai eu ce débat avec Brad justement, où je disais que c'est bon, la prépa est finie, il faut qu'il regarde le cercle, il faut qu'il soit agressif quand il a la balle en main. En fait, ce qu'il a fait en deuxième mi-temps, quoi. Clairement, c'est tout ce qu'on lui demande. On lui demande juste d'être agressif. Et être agressif, ça veut pas dire tirer à chaque fois, jouer pour soi. Ça veut dire créer du danger, être capable de créer un décalage et ensuite de lancer une attaque collective pour les autres. Sylvain, je suis désolé, il a été hyper agressif. C'est pas pour autant qu'il a croqué. Il a créé des décalages pour les autres. Et moi, j'aime pas voir Elie Okobo prendre des pics, mettre la balle au-dessus de sa tête et regarder en attendant le rôle et faire des passes nonchalantes et perdre des balles. Donc, il s'est très bien rattrapé sur la deuxième mi-temps. Freddy Photos l'a remis dans le 5 de la deuxième mi-temps. Et franchement, en deuxième mi-temps, il y a rien à dire. C'est Elie Okobo qu'on aime voir. Maintenant, il faut qu'il montre que c'est un des leaders de ce groupe aussi, tu vois, parce que voilà, c'est ta Gershon qui est leader, t'avais Mathieu mais qui est plus là, t'as Sylvain qui est en train de prendre une place importante aussi dans le groupe, et après, voilà, et c'est un peu chacun, chaque jour, voilà, Bilal montre et tout, et Elie, pour moi, il doit avoir ce rôle de leader, donc j'aimerais le voir, on va voir face à la Slovénie, est-ce qu'il va montrer un peu plus, même si, voilà, il fait quand même un bon match sur la globalité du match. Le match qu'on attendait, encore un pronostic réussi pour moi, Grèce face à l'Italie, ça c'était le gros match de la journée, franchement, j'ai pas été déçu. Alors, c'était vraiment 2 oppositions de style. Il y avait Yanis qui était ultra dominant. Franchement, c'est un mec, vous connaissez Yanis Antetokounmpo, je vais pas vous décrire son jeu, mais il a une telle allonge. En FIBA, c'est encore plus fou parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes gabarits qu'il y a en NBA. Et du coup, en fait, dès qu'il a un peu dès qu'il a l'opportunité d'être près du cercle, c'est fini, quoi. Le premier panier qu'il met, il est presque en dehors de la raquette à gauche, il finit à mettre un dunk côté droit sans dribbler, juste en faisant un pied de pivot. Donc c'est vraiment impressionnant. Je me suis posé la question en regardant le match, comment Kostas Loukas arrive à faire avec Yanis ce que Lillard n'a pas réussi à faire. Je veux dire, enfin, il y a une vraie Loukas a réussi à mettre Yanis dans des situations où bon tu dois faire un choix, quoi. Soit tu montes sur Sloukas, soit tu montes sur Yanis, soit même des fois c'est bien défendu mais il trouve des bonnes passes. J'ai beaucoup de regrets avec cette association Lillard-Yanis que je voyais très très haut, mais bon, c'est un autre sujet. L'Italie, franchement, j'ai adoré le jeu qu'ils ont proposé. Je l'avais dit, j'aime bien ce que faisait Gianmarco Pozzecco. Après, c'est pas vraiment un coach défensif, mais offensivement, c'était vraiment très plaisant à voir jouer. La balle circulait, passe extra, passe fixation, etc. Que ce soit Spaniolo, Salou Niang aussi qui fait un très bon match, qui met 11 points en 19 minutes avec 14 dévals. J'ai quand même un questionnement sur l'utilisation de Mo Diouf, le joueur de la Virtus Bologne, que je trouve très bon, qui commence dans le 5, qui joue que 8 minutes, pour faire jouer au final Danilo Gallinari 15 minutes sur un poste de pivot.
Bon, Daniele Gallinari met 8 points, 1 sur 6, et surtout, l'Italie revient, grâce à Spagnolo qui crée beaucoup de jeux sur de la transition sur la fin de match, ils reviennent à 5 points, je crois. Il reste 45 secondes, quelque chose comme ça, et t'as un pic, enfin franchement une action nulle de la Grèce, genre un pic. T'as Gallinari qui sort comme s'il switchait. Alors comme il a 150 ans, il arrive pas à repartir sur Yanis, bah vas-y, laisse Yanis tout seul dans la raquette. Et là, tu prends 2 points et le match il est fini, quoi. Donc j'ai trouvé ça dommage de pas utiliser plus Modjouf. Voilà. Simone Fontecchio, je sais pas comment on dit, mais en tout cas Fontecchias sur ce match-là. Frérot, c'est censé être toi le go-to guy de cette équipe, d'accord? Parce que Nicolo Melli, on adore ce joueur. Magnifique, magnifique. Un joueur vraiment, puis le basket. Vous voyez, vous tapez basketball dans votre dictionnaire, parce que bon, on n'a plus de dictionnaire papier. Il y a la photo de Nicolo Melli. Ce joueur, c'est le basket pur. Mais c'est pas normal qu'un joueur de cet âge-là, je sais pas quel âge il a, 35, 36 ans, qui joue 30 minutes, ça soit lui qui te fasse tout ton match. Il fait 15 points, 7 rebonds, 5 passes, 20 dévals. C'est clairement le meilleur joueur de l'équipe. Et à côté, c'est Simone Fontecchio, qui est un joueur NBA, qui avait fait une grosse campagne, je crois que c'était sur la Coupe du Monde. Bon, après, encore une fois, quand on critique les performances, on n'enterre pas sur la compétition. Mais là, quand même, il nous a sorti une performance 34 minutes, 4 points, 1 sur 11 au tir. C'est indigne de son niveau. Il fait moins 11 de plus-minus et 2 dévals. C'est vrai qu'il y a aussi Darius Thompson qui a été naturalisé à la place de Dante DiVincenzo pour cette équipe d'Italie. J'ai l'impression qu'ils l'ont naturalisé pour pas grand-chose. Hein. Ils auraient mieux fait de naturaliser un grand parce que t'as quand même déjà énormément d'arrière. T'as Spagnolo, t'as Spissou, t'as Paiola. T'avais pas spécialement besoin de... Et puis t'as Melli qui est un grand mais qui décante aussi beaucoup pour les autres. Il y a Procida, le bébé de Brad, qui n'a pas joué. Donc voilà, c'était Darius Thompson. De toute façon, depuis qu'il est parti de Baskonia, bon, même s'il a fait quelques bonnes choses à l'Efes, c'est quand même pas le même joueur. Hein. Évidemment, Toliopoulos, trop fort, faut pas être bête. Tyler Dorsey, il a fait encore un match de criminel, faut pas être bête. Et je voulais quand même dire, parce que c'est suffisamment rare pour le souligner, j'ai bien aimé l'apport, plus que bien aimé, même l'apport des autres frères Antetokounmpo. Alors bien sûr, des fois ils font des dingueries, mais que ça soit Thanasis ou que ça soit Kostas, ils ont été dissuasifs en défense, ils ont récupéré des ballons, ils ont mis des contres, ils ont même eu quelques petits apports offensifs, Thanasis qui met un tir à 3 points, qui va chercher du rebond offensif et tout. Donc voilà, c'est sûr que quand tu les compares à Nice, c'est pas les mêmes joueurs, mais ils ont pas fait du mal comme parfois Kostas Antetokounmpo a pu faire quand on l'a vu jouer sur le terrain en Euroleague. Et on finit avec le dernier match, le match tant attendu. On n'attendait pas, on savait très bien ce qui allait se passer. Et encore une fois, un pronostic parfait de ma part. Et que l'Espagne, où je me suis trompé, je crois. Mais Pologne-Slovénie, donc voilà, j'avais dit que Luka allait faire un match de fou furieux et que la Pologne allait en mettre 20. Alors il gagne que de 10 au final. Et bon, tu prends 105 points. Tu vois, malgré le fait qu'il y ait que Luka, entre guillemets, allez, il y a Clement Prepelic, il y a d'autres joueurs autour, évidemment, mais tu mets quand même 95 points pour la Slovénie, donc tu fais pas un mauvais match offensif, mais quand tu prends 105 points, c'est compliqué. Tu te fais laver par Jordan Lloyd. Alors Jordan Lloyd, lui, pour le coup, c'est une bonne naturalisation, parce que son duo avec Mateusz Ponitka, alors voilà, Jordan Lloyd a été vraiment en mode scoreur pur, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment créé pour les autres, mais par contre, il a quasiment rien raté. Il fait 7 sur 8 à 3 points. 9 sur 14 au tir, 32 points en 27 minutes, 18 dévals plus 32 plus minus, et à côté de ça, t'as Mateusz Ponitka qui fait 28 minutes, 23 points, 8 sur 13 au tir, 7 rebonds, une passe, 20 dévals, 24 dévals, pardon. Ah, c'est l'inverse. Donc c'est 30 dévals pour Jordan Lloyd et 24 dévals pour Ponitka, pardon, c'est le plus minus, c'est l'inverse. Mais bon voilà, Ponitka c'est un joueur qui est touché à tout, qui est très atypique dans sa manière de jouer, mais que j'aime beaucoup, qui va chercher du drive, qui est capable de shooter à 3 points, qui a commencé le match fort avec de l'adresse extérieure. Voilà, après, la Slovénie a fait le choix de jouer sans pivot, parce que c'est vrai que Tomic, je crois, il s'appelle, enfin bref, leur pivot, il est vraiment Omic, ou je sais plus. C'est vraiment une merguez, incroyable. Donc quand tu te fais taffer par Alexander Balcerowski, faut quand même se remettre en question. Alors Luka, voilà, il fait 34 points, 7 passes, 3 rebonds, quelque chose comme ça, avec 17 lancers francs marqués. Mais encore une fois, il a fait du Luka Doncic, c'est-à-dire que son équipe est dans le match, jusqu'à la mi-temps. Et puis après, il commence à vouloir jouer avec les arbitres. Chercher des fautes. Et encore, les arbitres, ils ont été gentils. Parce que ça lui donne une faute sur Balcerowski où il y a rien du tout, c'est bon déplacement latéraux. Ça lui suffit pas une offensive quand il drive sur un joueur. Donc, ils ont été gentils avec lui.
il prend quand même sa technique, il est toujours en train de se plaindre. Et puis surtout, il a niqué le jeu collectif de son équipe, c'est-à-dire que quand il joue au basket, ce mec-là est injouable. On l'a vu sur la fin de match. Sur la fin de match, il s'est un peu plus mis à jouer au basket, ça le trappait tout le temps, mais il a dû faire 4 passes sur 4 actions d'affilée, 4 passes décisives où les mecs sont tout seuls au layup parce qu'il est tellement fort sur. Les mecs se disent quand même qu'il va tirer sur 2 joueurs, donc il monte quand même sur sa feinte et au final il y a une coupe qui est bien et donc il arrive à trouver des trucs. Mais le problème c'est que là dans le troisième quart-temps, il sort de son match. Encore une fois, enfin, de toute façon, là, je le dis, mais si on débriefe d'autres matchs de la Slovénie, on va dire la même chose, et si on débriefe les matchs des Lakers, on va dire la même chose. Il va sortir de son match, il va vouloir aller chercher des fautes, mais grossières, et les commentateurs le disaient. Il y avait une situation où, c'est la première situation où il pète un câble. Il fait une feinte sur une transition à 3 points, il y a 2 mecs sur lui, parce que le mec lui effleure le bras, il jette la balle sur la planche en mode ouais, donnez-moi 3 lancers, alors que t'as Prepelic qui est tout seul à 45 à l'opposé, tu vois. Et j'étais content que les arbitres rentrent pas dans son jeu, même si après il y a eu un peu de compensation forcément parce que c'est Luka Doncic. Mais voilà. Et autant que j'ai aimé le joueur, parce que plus il avance dans sa carrière, plus il m'insupporte, parce que vraiment le truc comme ça, se concentrer que sur l'arbitrage, moi ça m'en ouf. Autant je suis de plus en plus persuadé que il ne gagnera jamais rien dans sa carrière. Parce que ce mec-là, en numéro 1, de toute façon, il est trop fort pour être autre chose que numéro 1. Et quand je dis qu'il gagnera jamais rien, il a déjà gagné l'Euroleague avec le Real, mais il avait 17 ans, 18 ans, c'était pas le même rôle, il était pas la face le visage de la franchise. Quand il gagne l'Eurobasket, c'est pas lui le MVP de l'Eurobasket avec la Slovénie en 2000, je crois que c'était 2019, c'est Goran Dragic qui était monstrueux encore. Donc voilà, quand il était lieutenant, il a gagné des trucs, mais en tant que numéro 1, voilà, même s'il est fit, même si c'est vrai que défensivement, il commence le match en faisant 2 contres, il a été plus présent défensivement, etc. Franchement, défensivement, à la limite, j'ai rien à lui reprocher. Mais tu peux pas sortir ton équipe du match. Bon, après, je dis ça, j'ai fait la même chose, j'avais un match amical ce soir, j'ai pété un câble, j'ai fait... Bon, bref, voilà. On n'est pas là pour parler de moi. Mais voilà, Lucas, c'est dommage parce que c'est vraiment un joueur que j'adore. Et de le voir gâcher ses plus belles années comme ça, avec des attitudes d'enfant pourri gâté, c'est vraiment frustrant. Du coup, pour aujourd'hui, on va vite fait faire un petit tour des matchs qui nous attendent. Donc, t'as Allemagne-Suède. Autant la Suède nous a montré un très beau visage contre la Finlande, autant l'Allemagne ça va être un autre morceau, plus 25 pour l'Allemagne, même si la Suède je pense ça va être un match assez offensif, hein, je pense que ça va se finir dans les 100 à 80, un truc comme ça, mais bon, l'Allemagne ne sera pas inquiétée, de toute façon je pense que l'Allemagne et la Serbie et la France ne seront pas vraiment inquiétés en poule. Il y a Turquie-République tchèque, bon la Turquie aussi c'est une équipe qui risque un peu de dérouler. Après, je crois qu'ils sont dans la poule, ils ont un autre gros dans leur poule, donc pas sûr qu'ils se déroulent tant que ça. Mais bon, contre la République tchèque, qui a perdu contre le Portugal, je pense que ça devrait passer sans aucun souci. Lituanie-Monténégro, j'ai hâte de voir, parce que autant la Lituanie fait un bon premier match, autant le Monténégro, c'est pas non plus une si mauvaise équipe. Allez, si je dois donner un pronostic, je dirais la Lituanie quand même. Mais je pense pas que ça va être un blowout. Ensuite, il y a Estonie-Lettonie. Alors ça, c'est un match vraiment... si en plus Zagar se joue pas, je vais pas le regarder. Mais bon, la Lettonie est censée être au-dessus, même s'ils se sont fait désosser quand même sur le premier match par la Turquie. Sans Zagar, ça va être compliqué aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont pas vraiment de créateurs. Porzingis, il a que pour shooter. Bertans, il a que pour shooter. Kourouas et Roland Smith, c'est pareil, c'est pas vraiment des créateurs, donc ça risque d'être compliqué. Après, l'Estonie, j'avoue que j'ai pas trop regardé contre la Serbie, mais bon, ça me semble très 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 léger. Et ensuite, pour les 2 derniers matchs, il reste donc la Finlande contre la Grande-Bretagne. Bon, la Grande-Bretagne, pareil, fait partie des équipes faibles de ce tournoi. Donc, à mon avis, la Finlande va en faire qu'une bouchée. Et Portugal-Serbie. Alors, j'ai hâte de voir Nimasketa face à Nikola Jokic. Mais par contre, je pense que le Portugal va se faire éclater aussi. Donc en fait, là aujourd'hui, normalement, il va y avoir pas mal de blowout. Le seul match, à mon avis, qui va être un peu intéressant, c'était Monténégro-Lituanie. Sinon, le reste, à mon avis, ça va être, il va y avoir pas mal d'écart. Et donc, après samedi et dimanche, toutes les équipes jouent. Enfin bref, c'est une organisation un peu particulière. Voilà pour le débrief de la deuxième journée. Il est 3h du matin. Je fais ça pour vous, donc abonnez-vous, mettez un like, boostez la vidéo, par pitié. Et on se retrouve demain pour le débrief de la journée numéro 3.